Je vais vous laisser maintenant un temps de parole où vous pouvez poser des questions qui servent au bien commun concernant le peuple animal. Avez-vous des questions? On parle de la cruauté envers les animaux, mais que penser des animaux qui se nourrissent d'autres animaux et par exemple de la cruauté du chat vis-à-vis de la souris? Le chat a acquis ce comportement au contact des humains. Le chat, de par sa nature, visite deux mondes à la fois. Le chat est médium. Le chat vit à la fois dans notre monde terrestre tridimensionnel ou quadridimensionnel maintenant, et vit dans un monde où il côtoie les esprits désincarnés, les entités. Il est pollué sans cesse par ces entités, et son comportement est même complètement, parfois induit en erreur par ces entités. Il faudrait donc soigner les chats, j'en ai déjà fait l'expérience, cela fonctionne. Et à ce moment-là, le chat n'a plus ce jeu cruel avec les animaux. Pour vous expliquer, c'est comme si un ange venait ce soir et me posait la question « Mais je ne comprends pas, comment se fait-il que les humains, parfois, aient des tueurs en série qui prennent un malin plaisir à trouver des pièges et à échafauder des théories complètement folles pour assassiner et se délecter d'assassinats de tels êtres humains ?» Et quelle serait ma réponse? De tels êtres passent à l'acte parce qu'ils sont phagocytés par des entités hargneuses et belliqueuses qui, à travers ces êtres, manifestent la violence. De plus, ces êtres passent à l'acte parce que des égrégores de violence se connectent à eux et qu'ils vont manifester à pleine puissance tous les égrégores de conscience collective de violence qu'il y a dans l'endroit où ils se trouvent. C'est exactement la même chose. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière de soigner ou de modifier l'instinct du chat? Vous ne pourrez pas le faire obligatoirement directement, mais disons qu'un être habilité à le faire, voilà comment il procéderait. Il travaillerait sur la mémoire collective de ce chat et sur la mémoire de toutes ses structures, il effacerait et blanchirait toutes ses mémoires et il le connecterait à son esprit groupe pour qu'il soit dans la verticalité. En clair, il lui rappellerait sa conscience de chat évolué, de chat cosmique. Par la communication intuitive, vous pouvez éduquer votre chat et lui apprendre que ce n'est pas sa nature, qu'il doit lutter contre son comportement égotique. Et qu'il ne doit pas tomber dans l'animalité basse, c'est-à-dire dans les bas instincts, et être sous l'influence d'esprits moqueurs ou humains qui auraient tendance à l'induire en erreur, à avoir des comportements. C'est le même problème que l'homme a vis-à-vis de la nature en général. Les dévas de la nature obéissent par pensée énergétique automatiquement aux pensées humaines, et c'est ainsi que les climats se détériorent à vitesse grand V. Les forêts et les arbres sont là pour éponger tous les égrégores des humains, et ils souffrent énormément des égrégores humains. L'homme est co-créateur de son environnement. L'homme détient un pouvoir incommensurable. Les chats sont médiums et très sensibles. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'énormément de nature, de calme, et de partage. Mais néanmoins, ils ne trouvent pas toujours le contact nécessaire. Et ils ont, de par leurs expériences et leur vécu et leurs multiples réincarnations, parfois des empoisonnements en eux-mêmes. Comme vous avez en vous-même des comportements inadéquats, des zones d'ombre. Il en est exactement de même pour les animaux. Et comment faire avec les moustiques? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous répondre par une parabole vraie du Dalai Lama. Le Dalai Lama qui représente le pacifisme tibétain dans son excellence. On a posé la même question au Dalai Lama qui un jour écrivait tranquillement à son bureau. Alors, un jour, il a vu le frère moustique arriver tranquillement sur son bras et tourner autour de lui, puis se poser. Il a dit « Vraiment, tu exagères ? Que me veux-tu? Tu vas me piquer. Alors, vas-y. » Et il lui a laissé pomper de son sang. Et le même moustique est revenu une deuxième fois. Alors là, il a signifié qu'il devait s'en aller. Et puis, il a tourné encore une troisième fois, est venu se poser sur son bras et l'a repiqué. Là, le Dalai Lama a claqué son bras en conscience et a tué le moustique. Comment devez-vous fonctionner avec les insectes en général? J'ai testé, cela fonctionne très bien. Il faut être très ferme.
On peut dire que les insectes ne fonctionnent que par forme pensée très stricte et très ferme. Ils ne comprendront rien à votre mental, ils ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. Ils ne s'incarneront jamais en mammifères. Vous avez donc une connexion énergétique tout à fait différente avec eux. Votre forme de pensée doit être comme un sabre ou un éclair qui frappe au centre. Et vous devez lui dire non. C'est-à-dire que votre esprit doit interdire certaines zones, certaines parties. Je l'ai fait avec les fourmis, ça marche très bien. Il suffit de prendre un individu et de communiquer l'information à cet individu qui va le communiquer à la colonie. Et lui donner un ultimatum. Soit vous changez de route, soit je vais détruire votre colonie. Et il ne me sera pas possible de faire autrement. Tel est mon ordre. Eh bien, je peux vous jurer que la colonie fourmi ne passera pas par votre maison. Parce qu'elle sait pertinemment quel risque elle encourt. Elle ne comprend que la règle qu'elle fonctionne et qu'elle utilise elle-même. N'oubliez pas, vous devez toujours vous mettre à la portée de ceux qui sont en face de vous. Le maître parle boulanger au boulanger, le maître parle enfant à l'enfant, le maître parle philosophe au philosophe, le maître parle chat au chat, le maître parle insecte à l'insecte. L'insecte fonctionne dans un monde guerrier et violent, puissant, de règles strictes. Le monde de l'insecte est impitoyable. Le monde de l'insecte est bien délimité. Vous devez donc délimiter votre monde par rapport au monde de l'insecte. Quant au moustique, le moustique cherchera toujours à vous piquer, bien sûr. Après, c'est à vous de prendre vos responsabilités par rapport à ça. Je vais vous dire une chose. Honnêtement, quand vous êtes dans un état particulier d'énergie, le moustique ne vient jamais sur vous. Ça, c'est un bon travail à faire sur soi. J'ai de longues discussions avec mon épouse à ce sujet parce qu'elle n'arrive pas à aller jusqu'à ce stade-là, sur les moustiques. Comment agir avec les prédateurs de nos potagers et de nos poulaillers? Mais c'est leur nature, non? Ça dévaste tout. Ça dévaste jusqu'à un certain point, non? Il y a peut-être des moyens naturels pour les éviter aussi. C'est à vous de trouver l'équilibre entre votre territoire et ceux des animaux. C'est à vous de trouver votre comportement juste, en conscience. Vous devez faire les choses en conscience, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est votre responsabilité. Vous faites comme vous le sentez par rapport à ça. Dans quelle mesure le comportement humain influence-t-il le comportement de l'animal? C'est l'être qui a le taux vibratoire le plus évolué, le plus puissant, qui va imprimer par des dysfonctionnements des comportements inadéquats chez les autres. Donc, si un être humain vit dans une maison avec un taux vibratoire important, il doit être dans une rectitude absolue. Car si par exemple il est dans la colère, dans la haine ou dans l'affliction, les animaux qui sont dans son environnement proche vont être bombardés d'égrégores de cette nature et vont tôt ou tard les manifester, voire même les renvoyer à leur propre maître. Comme l'animal peut lui-même avoir un comportement inadéquat, bestial et inapproprié, c'est à vous d'éduquer aussi les animaux sur leur instinct. N'oubliez pas que l'animal est placé auprès de l'homme pour commencer à comprendre et à expérimenter l'ego, mais aussi le maîtriser. Grand paradoxe. Grand paradoxe pour vous-même, pourquoi? À vous, il est demandé de maîtriser l'ego. Et à vous, il est demandé aussi de faire naître l'ego chez l'animal. Mais attention, faire naître le bon côté et le bon aspect de l'ego. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Si par exemple un chat intègre un nouveau foyer où il y a déjà un chien, le chien naturellement n'aura pas trop envie de partager son foyer avec ce chat. Mais petit à petit, avec un comportement adéquat d'amour et une empathie ambiante, tout le monde va y trouver sa place. D'accord? Apprenez-lui le comportement qu'elle doit avoir. Parlez à son esprit. Parlez à l'âme des chats. Parlez à l'esprit groupe. Et demandez de l'aide. Et manifestez cette aide. Connectez ce chat à sa verticalité. Demandez-lui de se ressaisir. Et de manifester la plus grande perfection qu'un chat doit avoir dans la pièce. Si vous entrez dans une pièce et que vous voyez deux êtres humains qui se tapent dessus, est-ce que vous allez demander qui a commencé ou quelle est la faute de qui? Je ne cherche pas la faute, mais je suis Non, très troublée parce que... Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Allez à l'essentiel. L'essentiel est de retrouver l'harmonie entre ces deux êtres, c'est tout. Le reste n'a aucune importance. L'humain peut aider l'animal sur le chemin de l'évolution en créant des liens énergétiques. Est-ce possible que cette aide aille dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'animal vers l'humain? Si le divin se manifeste à vous par votre esprit qui se connecte à votre cœur, qu'en est-il de votre esprit? Il se connecte à quoi? Au grand esprit, on va dire, selon les terminologies indiennes. Quant à votre animal, il se connecte à qui? À son esprit groupe. Qui se connecte à qui? Si ça ne passe pas par l'un, ça passera par l'autre. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi-même, je me maîtrise, on va dire, 99,99% du temps, mais parfois je peste contre les humains. Parce que je viens d'un très lointain cosmos. Et moi-même, je me suis incarné parmi eux. Et parfois, ma chienne, qui vient d'un très lointain cosmos, quand je commence à pester contre les humains, vient sur moi, met ses deux pattes sur mon cœur et me regarde comme ça d'un air très digne. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Calme-toi. Tu commences à embrumer toute l'atmosphère d'énergie négative. C'est exactement la même chose. Qui parle par sa voix? La source dont je suis issu. Si ça ne passe pas par l'un, ça passera par l'autre. D'accord? Vous avez toujours devant vous un maillon, et derrière vous, vous avez toujours un maillon d'évolution. Vous pouvez apprendre toujours des deux maillons en permanence. N'oubliez jamais cela. La connaissance vient de tous les maillons en permanence. Vous dites que les initiés deviennent végétariens. Cependant, Jésus a multiplié les poissons et en a mangé. Donc, un végétarien peut manger du poisson. Mais le faisait-il de la même manière que les humains le font? Non, il le faisait en conscience. Et ponctuellement. Vous pouvez parfaitement honorer et manger de la viande en conscience, mais vous devez savoir aussi que très rapidement, il faudra vous en défaire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne devez pas vous culpabiliser pour une telle action, mais vous devez le faire en conscience. Et vous devez honorer la mémoire de l'animal tel que ça a été fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez avoir ce rapport à l'animalité en vous, avec le respect qu'avaient les Amérindiens face à la nourriture animale. Je vous donne un exemple. Autrefois, les Cheyennes, quand ils chassaient le bison, choisissaient le bison le plus faible. Ils repéraient bien la bête et se faisaient guider par leur voyance sur un animal en particulier, qui avait accepté par l'esprit guide, à travers l'Indien médium, d'être tué. Après avoir tué le plus rapidement possible et sans le moindre de souffrance possible cet animal, ils le dépeçaient complètement, utiliser le maximum de cet animal pour ne point gâcher, car le divin n'aime pas le gâchis. Après, il faisait une cérémonie avec son crâne, le tournait d'une certaine manière vers le soleil, faisait une prière et s'en allait. Voilà la manière correcte de manger de l'animal. Pour ce peuple indien de l'époque, c'était la seule manière de faire parce qu'ils n'avaient d'autre nourriture et d'autres possibilités. Mais si les Indiens avaient continué d'évoluer aujourd'hui, ils seraient tous végétariens pratiquement. Parce qu'au niveau d'évolution où ils en étaient avant, aujourd'hui ils le seraient devenus. C'est à vous de vous interroger par rapport à vous-même, si cet exemple vous concerne, de savoir jusqu'à quel point vous êtes capable d'avancer aujourd'hui. Et si votre corps est capable de l'accepter, d'accord? Si votre corps n'est pas capable de l'accepter, et si vous n'en êtes pas encore à ce stade d'évolution, vous devez faire tant soit peu l'effort, au moins de le faire en conscience, c'est-à-dire de vous nourrir de manière carnée ou autre, en conscience. Un végétarien ne mange aucun produit animal primaire, ni poisson, ni viande, ni abats, ni tout ce qui est tué. Il mangera des produits animaux secondaires, c'est-à-dire les œufs, le miel, le lait, le fromage. Le plus nocif, ce sont les animaux qui sont les plus proches de vous, les abats, tout ce qui est cœur, foie, rate, ainsi de suite. Là, vous mangez carrément les peurs, les angoisses du pauvre animal qui est parti se faire anéantir par un humain, ou toute la souffrance qu'il a portée. Comme disent les Américains, you are what you eat. Aucune chance d'évolution pour un être qui se nourrit exclusivement de ça, bien sûr.